Bonjour madame, bonjour monsieur. Je me permets tout d'abord de me présenter car je viens de prendre la direction de la Banque Privée France après avoir dirigé BNP Paribas Cardif France, la compagnie d'assurance du groupe. Mon nom est Fabrice Bagne et je suis ravi de prendre ces nouvelles responsabilités et de débuter avec vous dans ce cadre merveilleux. Bienvenue à l'Hôtel de la Marine, un des emblèmes de la place de la Concorde, créé sous l'égide de Louis XV et de la ville de Paris au XVIIIe siècle. C'est notamment ici que le décret d'abolition de l'esclavage a été signé en 1848. Mais je ne vous en dis pas plus puisque Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Hôtel de la Marine, partagera avec vous l'histoire de ce magnifique bâtiment. Pour cette nouvelle année, nous vous proposons de découvrir nos 6 nouveaux thèmes d'investissement illustrés par des mini-séries tout au long de l'année. Dans chacune d'entre elles, nos stratégistes vous expliqueront leurs choix et détailleront leurs convictions. L'actualité récente a souligné l'importance de la souveraineté. Dans ce premier épisode, et pour vous aider à décrypter au mieux notre environnement, je vous invite sans plus tarder à écouter l'analyse du président du conseil d'administration de BNP Paribas, M. Jean Lemierre, dont l'éclairage à l'appui de sa grande expérience, notamment des relations internationales et des enjeux macroéconomiques mondiaux, est particulièrement intéressant. J'en profite pour vous remercier de votre confiance et vous souhaite une très belle année 2026. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Le monde est plein d'inconnus sur le plan géopolitique, avec notamment les conflits ukrainiens et du Moyen-Orient. Dans ce contexte particulièrement difficile, comment les acteurs économiques s'adaptent ? Vous avez raison. Nous vivons des crises terribles, tragiques. Tragiques en Ukraine, tragiques au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Nous n'avions pas connu ça depuis longtemps. Et ces situations durent. Elles ont des conséquences locales, malheureusement très importantes. Elles ont bien entendu d'autres conséquences, et notamment des conséquences économiques. Alors, les entreprises, en fait, s'adaptent. Je crois qu'un des mots essentiels que les entreprises retirent de ces crises, c'est le mot dépendance. La crise, notamment la crise ukrainienne, a montré à une partie de l'économie européenne à quel point les entreprises étaient dépendantes de l'énergie russe, de certains marchés. On a vu apparaître non seulement la dépendance énergétique, mais les sanctions. Et au fond, les entreprises ont observé attentivement, ont parfois, bien entendu, été très directement concernées et s'adaptent. Ce que je vois dans le tissu économique européen, chez nos clients, c'est un travail silencieux, profond, depuis 3-4 ans, cherchant des solutions, être moins dépendant des fournisseurs, moins dépendant d'une concentration de clients, moins dépendant de certains territoires, bref, de s'adapter. Alors, c'est un coût, mais ce coût est préférable pour les clients à l'arrêt total de leur activité. Donc, oui, les entreprises s'adaptent, notamment en matière énergétique, notamment sur les terres rares, notamment sur les fournisseurs et les marchés. Alors bien sûr, les décisions relatives aux tarifs, on en parlera peut-être un peu après, ont accentué ce mouvement. Depuis 3-4 ans, on voit donc dans les entreprises européennes un énorme mouvement d'adaptation qui est un peu silencieux. Les entreprises en parlent peu, mais elles trouvent des solutions. Ces solutions sont nombreuses. Elles passent par des partenariats différents, par des réorientations d'activités économiques, parfois de produits, de territoires. Et au fond, l'Europe est en train de démontrer sa remarquable capacité d'adaptation au travers de son tissu économique. Oui, les entreprises s'adaptent, beaucoup de travail, ça prend du temps, et au fond, elles le font bien. De même, sur le plan économique, la politique des droits de douane réciproques dont on a parlé, mise en place par l'administration Trump, a créé une onde de choc. Quelles sont, selon vous, les potentielles conséquences sur l'économie américaine et plus globalement sur le commerce mondial ? La question tarifaire, c'est une question vaste, nombreuse. Bon, ça a créé d'abord un effet de choc au printemps dernier. D'abord un effet de sidération, puis un effet de choc. Il a fallu que les États, les entreprises s'adaptent, mais je ne vais pas insister sur ce point qui est assez évident. Je voudrais en tirer 2 remarques importantes. La première remarque, c'est que cette politique tarifaire traduit de la part des États-Unis une volonté évidente de réindustrialiser les États-Unis. Et au fond, depuis peut-être 70 ans, peut-être plus, on voit les États-Unis basculer d'un privilège donné aux consommateurs
un privilège donné aux producteurs. Alors ça, c'est très nouveau. Bien entendu, la Chine l'a toujours fait. La Chine a toujours été fondamentalement un pays de producteurs et pas un pays de consommation. Même si la consommation s'est développée, la politique chinoise est de produire pour la Chine et pour le reste du monde. Les États-Unis, non. Les États-Unis allaient chercher la main-d'œuvre la moins chère en produisant localement et en important. Essayer d'améliorer les conditions de vie des Américains par des biens importés moins chers. Et ça a fonctionné très bien pendant des dizaines d'années. On voit bien que la politique menée par le président Trump est la limite de ceci. Le président Trump dit on a trop délocalisé, au fond, pour parler en bon français. On a trop délocalisé, on va relocaliser. Et la politique que nous voyons, c'est non seulement de nouvelles barrières aux importations, mais c'est surtout l'obligation ou l'incitation à investir dans le marché américain pour produire dans le marché américain. Alors, c'est une évolution beaucoup plus importante qu'on ne croit. Au fond, l'Europe est un peu seule maintenant. L'Europe est la partie du monde où, certes, on produit, mais également on est extrêmement ouvert à la production dans le reste du monde. Et je crois que c'est la première partie de la réponse à votre question. C'est qu'est-ce que l'Europe va faire ? Est-ce que l'Europe doit réfléchir à sa relation entre consommation et production, moins privilégier le consommateur, faire plus attention à la production, c'est-à-dire aux travailleurs. La production, c'est le travail, ou pas. On voit bien que l'Europe, c'est la première conséquence. L'Europe est en train de réfléchir à cette question. Certains incidents récents sur certaines formes de distribution le montrent bien. On est clairement en recherche du bon équilibre. Donc ça, c'est la première conséquence des politiques tarifaires qui ont été mises en œuvre. La deuxième conséquence, c'est l'impact sur les flux commerciaux. Alors on le voit aujourd'hui, les flux commerciaux de la Chine vers les États-Unis baissent, les flux commerciaux de la Chine vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe montent. Bon. Donc on voit une pression accrue de la production chinoise sur le reste du monde qui est ouvert. Alors ça soulève une question très importante qui est une des grandes, pour utiliser un bon français, imbalance. En français, je crois, on dit déséquilibre. L'un des grands déséquilibres mondiaux qui est l'écart entre l'immense capacité de production chinoise basée aujourd'hui sur l'innovation et la recherche, d'un côté, et une consommation qui certes était accrue au cours des 30 dernières années, mais reste faible. Et bien entendu, l'ajustement, c'est l'exportation. Est-ce que le monde, et notamment le monde ouvert, comme l'Europe ou l'Asie du Sud-Est, peut absorber ce volume? Et là, on voit apparaître des tensions. On l'a vu sur les véhicules électriques chinois, avec les décisions de la Commission européenne, d'augmentation des tarifs. On le voit dans d'autres formes de distribution. Je l'ai évoqué à Paris, on connaît bien ce débat. Donc on voit des flux commerciaux qui ont été modifiés, et par eux-mêmes, ces flux commerciaux sont en train de créer de nouvelles tensions. Un des grands sujets, à mon avis, de 2026, c'est d'essayer de gérer ceci. Alors, il y a une première réponse, il y a une réponse globale de type G20, G7, qui est comment réduit-on les grands déséquilibres mondiaux. Et puis, il y a une réponse plus pragmatique, peut-être plus bilatérale, entre, par exemple, la Chine et l'Europe, qui est une solution construite sur des tarifs, des quotas, de l'investissement croisé, du partage de technologies, qui est également fructueux. Donc on voit bien que fin 2025, on est arrivé, pour reprendre votre question, certainement à des réorientations des flux et des tensions très sérieuses. On voit des pistes de solutions. Espérons que 2026 va permettre l'ouverture de discussions constructives, notamment entre l'Europe et la Chine, ce qui est absolument fondamental. Je ne pense pas qu'il faille, comme certains le disent, arrêter le commerce, fermer les frontières. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même du protectionnisme et ça veut dire des pertes de marge de manœuvre. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut trouver un nouvel équilibre d'échanges et notamment d'échanges dans le secteur de la technologie. Sur le volet européen maintenant, le rapport Draghi avait mis en avant, fin 2024, la nécessité d'investir et d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne face à l'émergence de grands blocs économiques. La donne semble aussi changer avec la thématique de la souveraineté européenne qui est d'actualité. Quels sont les impacts sur l'économie européenne et quel en est-il de l'union des marchés de capitaux en Europe dont on a beaucoup parlé ? Alors là, vous posez une question, une vaste question. On pourrait y passer beaucoup de temps et je suis sûr que les auditeurs, les clients sont très intéressés par ce sujet. Alors je vais essayer de le résumer brièvement, ou en tous les cas, vous dire ce que je pense. L'Europe a des atouts extraordinaires. D'abord, elle est plutôt bien formée,
plutôt intelligent, pas trop bête quand même, on sait faire les choses. Bon, on l'a démontré, on le démontre tous les jours et nous avons de très grands talents dans toutes les industries. Nous avons un secteur d'entreprise magnifique. Quand je vais à l'étranger, j'étais récemment en Asie, la plupart des grands investisseurs asiatiques veulent travailler avec les entreprises européennes qui ont un talent particulièrement prononcé pour se développer, créer des joint ventures, des partenariats et créer de la valeur collective. Les entreprises, je ne parlerai pas du secteur financier, puisque je préside le conseil de BNP Paribas, mais vous voyez probablement dans mon regard que je pense qu'on sait faire quand même 2-3 choses. Et puis l'Europe a de l'épargne, et l'Europe a de l'épargne longue. Cette épargne longue, elle est dans des fonds de pension, dans l'assurance vie, dans l'immobilier. Nous avons beaucoup d'épargne. Nous sommes un continent, nous exportons de l'épargne. Nous finançons une partie du reste du monde. Donc nous avons les ingrédients essentiels. Nous savons faire. Alors, c'est là où le rapport Draghi intervient. Et le rapport Draghi, il est extrêmement important. Parce qu'il essaie de construire un avenir à partir de ces données. Et une première remarque que je voudrais faire dans notre avenir, c'est que notre atout, c'est d'abord le marché européen. C'est le marché intérieur. On l'oublie de trop. Comment répondre au débat de la pression des droits de douane américains? Comment répondre au débat de la concurrence chinoise ou d'autres pays? Concurrences qui sont légitimes, c'est normal. Mais la première chose que nous devons faire, c'est de faire croître le marché intérieur. Et le marché intérieur, c'est nous. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Chinois, c'est les Européens qui doivent prendre les décisions. J'ai pour habitude de dire que le marché intérieur, c'est la levure de l'Europe. Si nous supprimons les barrières qui continuent à exister au commerce entre nous, à l'implantation industrielle entre nous, nous allons libérer un potentiel purement européen, extrêmement positif pour créer de l'emploi et financer notre avenir, et notamment financer la protection sociale européenne. Donc d'abord, occupons-nous du marché intérieur. La deuxième chose, et bien sûr, vous avez raison, nous sommes des financiers, il faut financer le développement du marché intérieur. Et c'est là où l'union des marchés de capitaux existe. Nous avons des capitaux longs, nous en avons en abondance, je l'ai dit, et nous avons beaucoup de mal à prendre ces capitaux longs et à financer la microéconomie européenne. Et une des choses qui nous manque, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, mais une des choses qui nous manque, c'est le marché des capitaux. C'est pas tellement la dette, mais c'est l'equity, pour parler comme un banquier. C'est les capitaux propres. Nous avons une capacité à mobiliser de l'épargne longue qui devrait aller davantage dans l'equity des grandes entreprises, des moyennes entreprises et encore plus des start-up. Une des choses qui me trouble le plus, c'est de voir de très belles start-up européennes aller chercher des capitaux aux États-Unis. Non pas que les États-Unis, ça soit mal, beaucoup d'estime pour les États-Unis et leur marché, mais nous en avons des capitaux. La banque privée connaît bien ça. Donc comment mettre ces capitaux européens là où il le faut, et notamment dans la création, la recherche, la science, avec les merveilleuses start-up que nous avons. C'est ça le défi posé clairement à l'Europe, c'est ça le défi que décrit Mario Draghi. Alors, la Commission européenne a commencé à bouger. Je pense qu'il ne faut pas être toujours négatif. On a commencé à bouger, elle fait des propositions, elle les a soumises au Parlement européen. Je crois que nous ne pouvons, en ce début d'année 2026, que souhaiter très très fortement le fait que les États européens, la Commission européenne et le Parlement européen soutiennent très chaleureusement, très fortement ces initiatives. Parce que c'est là que nous allons créer de la valeur et des emplois. Sur le plan national, le niveau d'endettement français post-Covid est au centre de nombreuses discussions politiques. Comment voyez-vous ce débat sur l'endettement? Quels peuvent être les impacts sur les acteurs économiques? Je ne vous étonne pas beaucoup en rappelant que je pense qu'un endettement élevé, c'est moins bien qu'un endettement plus faible. Bon. Essayons de reposer le débat correctement. Est-ce que la France sera financée? La réponse est oui. La question n'est pas de savoir si la France sera financée ou pas. La question sera de savoir à quel coût elle sera financée, à quel prix elle sera financée. Et le prix aujourd'hui, il est élevé. Et il a monté. Et je le dis simplement, c'est dommage. Je ne vois pas pourquoi la France paie sa dette plus cher qu'il y a un an. Je ne vois pas pourquoi nous payons une dette plus chère que certains de nos voisins. C'est un sujet grave. Le coût de la dette, c'est une première limite à la croissance économique. Nous devons le payer, et ce que nous payons pour la dette n'est pas pour autre chose, n'est pas pour la création d'emplois, n'est pas pour la solidarité. On a payé de la dette. Donc il est urgent de faire réduire ce coût, et notamment
donc de réduire l'endettement total. Alors, réduire l'endettement total, c'est important pour une deuxième raison. C'est que le coût de la dette souveraine, quand même, au bout du bout, finit par impacter le coût de financement de l'économie. La dette souveraine est un indicateur très important pour l'ensemble du monde d'investissement du risque que présente une économie et donc les opérateurs, les agents économiques d'une économie et les entreprises. Et ça, c'est préoccupant. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des agents économiques performants paient leur endettement plus cher. Or, ils en ont besoin pour fonctionner, pour travailler. Il est normal qu'une entreprise ait une forme de dette. Ça aussi, ça pèse sur l'économie. C'est un handicap supplémentaire. Quelque part, le coût de la dette souveraine est un handicap pour l'économie française. Voilà les raisons pour lesquelles il faut agir. Alors, on peut agir de différentes manières. C'est le débat politique auquel vous faites référence. C'est un débat politique de ces dernières semaines compliqué, qu'il faut respecter, qui est un débat très important, qui est un débat qui donne parfois l'impression à certains de partir un peu dans tous les sens, d'être peut-être trop créatif sur le plan fiscal. Mais c'est un débat qu'il faut respecter parce qu'il est représentatif de difficultés très fondamentales qu'il faut trancher. Et ce sont des difficultés politiques, encore une fois, qu'il faut respecter. Je pense que nous sommes dans une période de repositionnement politique, que des choix devront être faits, notamment dans les perspectives de l'élection présidentielle. Et c'est ce que nous voyons, en fait. C'est la mise en place des différentes tendances, des différentes solutions. Il est évident qu'on peut parler de solidarité, mais il faut d'abord parler de volume de dette. Et il faut la réduire. Il faut la réduire progressivement. Il n'y a pas de solution miracle. Mais ce n'est pas la première fois qu'un pays réduit sa dette. Nos voisins l'ont fait abondamment. Il faut le faire d'une manière équitable et acceptée par tout le monde. Mais je pense que si c'est pour créer de la valeur demain, les agents économiques l'acceptent assez bien. Bon. Donc il faut avoir une vision un peu longue, pas immédiate, un peu globale, jouant sur les différents paramètres de la dépense et en essayant de créer de la croissance. Et si on enclenche ce mouvement sur quelques années, on doit pouvoir le faire. En tous les cas, c'est, je crois, la tâche très importante qui est celle des responsables politiques français des années qui viennent. Une dernière question peut-être. L'intelligence artificielle constitue le pouls actuel de l'économie et des marchés financiers. Comment analysez-vous cette tendance ? Plus largement, quels pourraient être les impacts de l'IA sur l'emploi dans les prochaines années ? Alors d'abord, vous ne me posez pas la question de savoir s'il y a une bulle. Mais je vous répondrai peut-être après à la bulle. Non, l'intelligence artificielle, quand je voyage, j'étais aux États-Unis, j'étais en Asie, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et de manière constructive. Je connais les côtés peut-être un peu sombres que ceci peut avoir, mais il faut d'abord regarder l'impact. L'intelligence artificielle est incontournable, c'est comme la technologie, on ne peut pas la nier. Et aux États-Unis, en Asie, ceci commence à avoir un impact considérable. Alors notamment, là je vais faire référence plus directement à la Chine a réussi à utiliser l'intelligence artificielle pour la production industrielle d'une manière concrète, opérationnelle, extraordinaire. Or, ceci est un élément de la compétitivité. Il n'y a aucune raison pour que nous, Européens, nous ne sachions pas faire exactement la même chose. Nous avons une très bonne recherche, une très bonne réflexion sur l'intelligence artificielle. Il faut que nous apprenions à la diffuser complètement dans tous les processus de production industrielle pour des raisons simples de compétitivité européenne. Donc, l'intelligence artificielle, c'est incontournable. Allons-y et le plus rapidement possible. Alors, il faut quand même veiller à 2 ou 3 sujets. Le premier sujet, c'est les conséquences sur l'emploi. Mais ce n'est pas en bloquant la réflexion qu'on avance. Pardon de dire un truisme. Il faut les regarder, il faut réfléchir à de nouvelles filières, à de nouvelles modalités de recrutement, de formation, d'entrée dans l'emploi. C'est ce que commencent à faire notamment les Américains. Et il faut que nous le regardions. C'est le travail des entreprises. C'est le travail des directions des ressources humaines de chaque entreprise, de retrouver de bonnes filières. Ça paraît simple, mais c'est beaucoup de travail, entreprise par entreprise. Ça, le monde de l'entreprise doit le faire. Donc, nous commençons nous-mêmes à réfléchir à ces sujets, dans cette réflexion sur comment intégrer en valorisant l'emploi, et pas en opposant les deux. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense qu'il faut commencer à réfléchir à l'éducation des jeunes. L'intelligence artificielle va avoir de très gros impacts dans beaucoup de domaines économiques et sociaux, mais un très gros impact en matière d'éducation. Je vais partager avec vous 2 remarques relativement simples. La première,
c'est que la connaissance reste fondamentale. L'intelligence artificielle ne peut pas se substituer à l'effort d'apprentissage de la connaissance. Ou alors on est dépendant de la machine pour la connaissance. Trop de gens pensent ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut continuer à l'école à traduire avec un crayon, un dictionnaire, et pas utiliser la machine pour faire la traduction. C'est quand on a bien compris comment on traduisait qu'on peut utiliser la machine. C'est la même chose pour résoudre des équations. Il faut résoudre des équations avec un crayon, une gomme, puis quand on s'est bien trompé, on a compris comment la machine fait. Non mais c'est évident que l'apprentissage technique de la connaissance, de l'écriture, reste des disciplines fondamentales, et plus il y a d'intelligence artificielle, plus il faut le faire. Et puis je pense que l'autre corollaire de l'intelligence artificielle, c'est de développer le génie humain, qui est la création. La machine, c'est peu créer. Même l'intelligence générative, là, c'est pas créé. L'intelligence humaine, c'est créé. Et donc, toutes les disciplines artistiques, créatives, sont très importantes dans ce contexte nouveau. Je dis ça parce que ça se prépare maintenant. C'est pas dans 20 ans qu'il faudra le faire. Il faut commencer à réfléchir à ces questions. Alors, je sais que vous avez en tête la question de la bulle. Beaucoup en parlent. Mais ma première remarque, c'est que quand vous avez une technologie qui va dégager des gains de productivité énormes, ou dont on pense qu'elle va en dégager d'énormes, restons prudents, il est normal que les capitaux soient alloués à cette technologie, puisqu'il y aura des gains demain. Donc, quelque part, toute rupture technologique importante, on l'a vu dans le passé récent, crée ces phénomènes apparemment de bulles. La réalité, c'est qu'il doit y en avoir un peu de bulles. Et il doit y en avoir un peu ici ou là, parce que toutes les tentatives technologiques ne sont pas pertinentes. Toutes ne déboucheront pas. Mais ça, c'est le propre de l'investisseur. Et d'ailleurs, c'est le propre, si vous me permettez, de la banque privée, de bien conseiller ses clients dans ce qui n'est pas un effet de bulle, de ce qui est un effet de bulle. Donc voilà ma remarque. Pardon de vous renvoyer la balle, mais c'est une belle réflexion pour la banque privée. Merci Président, merci pour la clarté de ces propos et je vous souhaite la meilleure année pour 2026. Merci.